Bonjour, deuxième extrait des Empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation de Mohamed Amer Méziane, paru aux éditions La Découverte en 2021. Un extrait du chapitre 2, Comment l'universalisme républicain est né de la sécularisation impériale. Comment la colonisation de l'Afrique a laïcisé la France. La République laïque est le fruit d'un compromis historique entre l'Église catholique et l'anticléricalisme issu des Lumières. Parce qu'il a bien fallu que le catholicisme devienne réconciliable avec la modernité et la démocratie libérale, afin qu'un tel pacte soit scellé. On ne peut supposer que le christianisme ait simplement engendré la laïcisation. Cette hypothèse conduit en effet à rendre invisibles les rouages proprement coloniaux de l'avènement de la République. Le ralliement de l'Église romaine à la République française, la reconnaissance officielle de sa légitimité par le pape, ont joué un rôle clé dans la réorientation sociale du catholicisme et l'affirmation de la légitimité internationale de la Troisième République. En rompant son association historique avec la monarchie absolue, l'Église n'a pas sanctifié la démocratie ni la République. Les autorités catholiques, favorables au ralliement, y ont vu la condition d'une renaissance par le déploiement d'une spiritualité politique s'effectuant à travers l'action sociale. Or, spiritualiser la politique suppose d'investir non pas l'État, mais la société civile. C'est par le toast d'Alger, en 1890, que le cardinal Lavigerie énonce le ralliement de l'Église à la République. La question que pose ce simple fait est la suivante. Comment comprendre que ce soit à Alger, en situation coloniale, que l'Église catholique ait proclamé ce ralliement ? Les négociations qui ont conduit le pape à accepter la laïcisation de l'école par la Troisième République semblent avoir conféré à la question coloniale une place centrale. L'acceptation de la politique de laïcisation par le pape suppose le maintien du concordat et du financement du clergé par l'État dans les colonies. Les négociations de la République avec le pape attestent que l'acceptation de la laïcisation de l'école par le pape ne s'obtient qu'à 7 conditions. La laïcisation scolaire s'effectue ainsi sous le régime impérial du Concordat. Pour cette raison, elle suppose que la négociation diplomatique directe de l'État avec le pape ait lieu, et elle n'a lieu que dans la mesure où la France apparaît comme une puissance catholique sur la scène internationale. La formation d'une église proprement coloniale, totalement soumise à l'état séculier en Algérie, facilite les négociations en créant un consensus provisoire permettant à la République et à la laïcisation scolaire de s'imposer. Mais ce qui amène en partie Léon XIII à céder face aux républicains n'est autre que le maintien des missions catholiques dans les colonies et l'assurance d'un soutien financier de la France grâce au Concordat. Ce sont ainsi les institutions du Premier Empire qui déterminent la possibilité d'une laïcisation scolaire, et c'est sous le Concordat que l'école laïque s'institue. La promesse d'une expansion de l'universalisme catholique en Afrique, protégée par le bras séculier de l'Empire républicain, permet à Léon XIII d'accepter les règles du jeu de la démocratie libérale et de la Révolution française. Il entend ainsi convertir tout en faisant œuvre sociale auprès des damnés de la terre. Je passe quelques pages pour arriver vers la fin du chapitre. La loi de séparation de 1905 n'abolit pas la régulation étatique des cultes. La laïcité ne consiste pas à séparer la religion et la politique, mais à libéraliser une administration déjà sécularisée des religions en tant que culte. Les religions et l'Église sont privatisées, non parce qu'elles seraient individuelles, mais parce qu'elles relèvent désormais du droit privé et non du droit public. Ainsi, les pratiques coloniales de l'État en matière de religion relèvent-elles d'un régime de contrôle des cultes que la loi de 1905 n'a jamais complètement aboli, même pas en métropole. L'État surveille et exerce une police sur les cultes, même s'il ne les finance plus. Certes, il faut nuancer l'idée d'un transfert pur et simple de la politique des cultes reconnue à l'Algérie. Il y a bien eu un transfert des modalités d'organisation et de contrôle des cultes en Algérie et dans d'autres territoires de l'Empire français, mais l'islam n'a jamais été officiellement reconnu en tant que culte par l'État français. Cette dimension officieuse a interdit à l'islam d'être réorganisé officiellement par les structures de l'État en métropole, contrairement aux cultes juifs et chrétiens. L'islam restera ainsi surveillé
mais jamais financée, maintenue dans la suspicion d'une incompatibilité radicale avec la République et la civilisation. L'histoire de la colonisation de l'Algérie coïncide avec l'histoire coloniale du système de non-reconnaissance de l'islam et de surveillance des musulmans. On sait bien sûr que l'idée laïque et le projet colonial s'identifiaient dans l'esprit des républicains français de la métropole. Mais cela ne signifie en aucun cas, on l'a vu, qu'il y avait eu importation massive ou imposition violente de la laïcité aux indigènes dans l'ensemble des colonies. Cela signifie que la laïcisation des institutions en Europe et le déploiement d'émissions dans les colonies peuvent être envisagés comme deux faces d'un seul et même processus dont l'unité est impériale. C'est par l'intermédiaire des multiples ramifications engendrées par ce processus que la colonisation de l'Algérie et de l'Afrique a participé à laïciser la France et plus généralement l'Europe. On peut faire l'hypothèse que cette exclusion de l'islam hors du pacte laïque a rendu ce dernier possible, que l'acte de domination des musulmans transformés en sujets coloniaux par la France en Algérie puis ailleurs a participé à faire de l'État laïque ce qu'il est devenu. Loin d'être une religion récemment implantée en France et en Europe, l'islam aurait-il été le tiers exclu de la laïcité historique ? Plutôt qu'une exception à la loi de séparation de l'État et de l'Église, c'est précisément la non-application de la laïcité aux colonies qui aurait contribué à rendre son institution possible en métropole. L'exception ne confirme pas la règle, mais constitue la loi elle-même. Ainsi, la condition sine qua non de la laïcisation du pouvoir d'État, de sa violence et de ses exclusions semble avoir été le déploiement des missions chrétiennes et le contrôle du culte musulman en Afrique. Au niveau idéologique, l'universalisme républicain ne s'est construit qu'en définissant l'islam comme le seul universalisme alternatif. Cet universalisme islamique est défini comme illégitime parce que monolithique et religieux. Le thème hégélien d'un conflit des universalismes théologico-politiques hante donc l'universalisme républicain bien avant 1905.